On entend souvent parler de cette maladie, mais beaucoup l'ignorent. Et il paraît qu'elle a un lien avec la cirrhose de foie. Et quand on parle de cirrhose de foie, ça fait appel entre guillemets à ceux qui consomment l'alcool. Et on s'intéresse justement à l'hépatite dans ce nouveau numéro de votre magazine Minute Santé. Bienvenue à tous. Tout savoir sur l'hépatite, c'est ce qui nous intéresse dans ce nouveau numéro de votre magazine Minute Santé. Et ça sera avec un médecin généraliste, il s'appelle Didier Njibou. Docteur, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. En forme pour servir la République? Très en forme. Très en forme. Très en forme, oui. L'hépatite, qu'est-ce que c'est? Voilà, l'hépatite, c'est une maladie inflammatoire du foie qui est due soit à une atteinte d'un agent infectieux, notamment un virus, le plus souvent, où nous avons des virus, plusieurs types de virus qui peuvent attaquer le foie. Le foie qui est cet organe qui est comme la machine du corps humain, qui nous permet de digérer convenablement tout ce que nous mangeons. Alors l'atteinte de cet organe que nous appelons le foie, qui est cette machine du corps humain, la véritable machine de digestion, du métabolisme qui transforme ce que nous mangeons en éléments nutritifs pour notre corps, peut tomber en panne à la suite d'une agression par les virus ou encore même par des toxiques. Dans les toxiques, nous avons... Le corps est agressé à l'interne? Ok. Oui. L'agression. Donc une agression du corps par soit un virus, donc un agent pathogène, un agent microbien, soit par un agent toxique, notamment l'alcool. L'alcool qui peut, par conséquent, détruire les cellules du foie, de cet organe, il peut le détruire et pouvoir entraîner une réponse de l'organisme. Et c'est cette réponse de l'organisme-là que nous appelons inflammation qui caractérise l'hépatite. Donc cette maladie du foie est une inflammation justement du foie. Je crois que vous avez un peu épinglé l'origine. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus encore sur... Effectivement, parmi les causes de cette hépatite, nous avons principalement deux, en dehors d'autres qui sont bénins. Ce qui dérange souvent dans les hépatites, nous avons les causes infectieuses, notamment les virus. Dans le groupe de virus, nous avons 5 types. Il y a le virus selon l'ordre alphabétique A, B, C, D, E, donc 5 types de virus qui entraînent cette inflammation du foie. Et en dehors des virus, nous avons également les causes toxiques. Et dans les causes toxiques, nous avons l'alcool qui est principalement métabolisé, donc transformé au niveau du foie, qui une fois que les cellules du foie, après avoir atteint le seuil, donc la limite normale pour cette personne de prendre l'alcool, va être détruite à cause du foie et entraîner une inflammation du foie. Ce sera une hépatite alcoolique cette fois-là. Maintenant, en dehors de l'alcool, parmi les causes toxiques, nous avons aussi des médicaments. Il y a des médicaments qui sont toxiques pour le foie. Donc voilà. On en parlera. C'est quoi le lien entre l'hépatite et la cirrhose de foie? Parce que quand on parle de cirrhose de foie, c'est une maladie déjà qui fait peur de par son nom. Hein. Voilà. Déjà le nom, ça fait peur, cirrhose de foie. Voilà. Est-ce que vous pouvez démystifier ça? Oui, justement, la cirrhose de foie, c'est la transformation de l'architecture, de la structure même du foie, qui est détruite par soit une infection, comme nous l'avons dit, dans le cas des hépatites, soit par une consommation excessive d'alcool qui détruit les cellules du foie. Donc la partie fonctionnelle du foie, qui est chargée de pouvoir réguler notre fonctionnement à travers l'alimentation, à travers les aliments, la transformation des aliments que nous mangeons. Ces foies ne plus fonctionnels, toutes ces fonctions étant perturbées, nous pouvons aboutir justement à cet état que nous appelons la cirrhose. Donc pour dire que la cirrhose est une conséquence de infections à hépatite ou encore d'une intoxication à l'alcool ou à d'autres agents. Voilà le lien qui existe entre les hépatites, l'alcool
ainsi que la cirrhose de foie. Et bien sûr, ce qui nous fait craindre avec la cirrhose de foie, c'est son aspect traitement qui nécessite la transplantation. Donc il faut enlever le foie et remplacer par un autre foie, ce qui n'est pas toujours accessible pour tout le monde. Vraiment. Oui. On va parler des symptômes. Merci. Comment reconnaît-on l'hépatite? Avant de parler des sortes, bien entendu. Bien évidemment, l'hépatite ça dépend de l'évolution, déjà de l'évolution de chaque individu. Il y a des formes qui sont asymptomatiques. Vous avez le germe, vous êtes fait contaminer, vous avez les germes en vous, mais sans pourtant que ça se manifeste par des signes. Donc il y a cette forme asymptomatique. En dehors de la forme asymptomatique, nous avons également des signes qui peuvent, dans la forme symptomatique, qui présentent des signes. On peut avoir une douleur au niveau de la région du foie, que là nous appelons la région de l'hypochondre droit, donc sous la côte droite, du côté droit de l'abdomen, la partie haute. Nous avons des douleurs à ce niveau-là. Nous pouvons avoir la jaunisse, que nous appelons l'ictère, en termes consacrés, l'ictère, qui peut concerner les yeux. Donc les yeux peuvent se colorer en jaune. Nous pouvons aussi avoir la coloration jaune au niveau de la peau et les autres téguments. Donc au niveau de la bouche et tout ça, vous pouvez avoir une jaunisse qui apparaît, qui montre qu'il y a une atteinte au niveau hépatique. En dehors de la jaunisse, l'ictère, nous pouvons avoir une fatigue extrême, une fatigue intense que nous appelons l'asthénie physique intense. Nous pouvons avoir des nausées, nous pouvons avoir des vomissements. Donc bref, il y a des signes généraux, mais des signes beaucoup plus spécifiques sont notamment la jaunisse, les urines qui deviennent foncées et le sol, les urines qui changent de couleur, ils deviennent un peu plus jaunes, plus foncés, un jaune foncé alors qu'il est normalement jaune clair dans ce cas-là, parce que les toxiques produits par le foie participent à la coloration des urines. Donc quand il y a une atteinte hépatique, il se manifeste aussi par un changement de coloration des urines. Et en dehors de la coloration des urines qui change, il y a également la coloration des sels qui changent, les sels qui deviennent décolorés. Parce que la substance qui colore le sel, effectivement, provient également de foie en cas de problème hépatique, de l'hépatite. Donc, on peut avoir ces modifications à ce niveau-là, des sels qui sont décolorés. Voilà les quelques symptômes que nous pouvons évoquer. Devant ces symptômes-là, nous pouvons penser à une hépatite. Mais ce n'est pas seulement l'hépatite. Il y a d'autres maladies qui peuvent manifester le même symptôme, mais au niveau hépatique, nous avons essentiellement cela. D'ailleurs, ça nous amène à parler des types ou sortes d'hépatite. Oui. Mais là, vous devez devoir catégoriser. Effectivement. Est-ce qu'il y a des catégories concernées? On peut mélanger ça ensemble? Ça peut aller? C'est possible. Allez-y. Voilà, par rapport aux catégories, aux atteintes hépatites, dans les hépatites, nous avons les formes des hépatites A, des formes virales, virales à hépatite A, à hépatite B, à hépatite C, à hépatite D, à hépatite E. Ça, c'est la forme virale, en dehors de la forme On toxique. va finir tout l'alphabet, c'est compliqué. Non, c'est de A à E. Donc, les 5 premières lettres de l'alphabet, les 5 formes qui ont été découvertes. Bien sûr, peut-être si on découvre d'autres formes, on pourra aller à F, G et ainsi de suite. Pour l'instant, c'est là où nous sommes. Et il y a la forme toxique. Donc, parlons de la morbidité. Les formes les plus rencontrées et la forme la plus dangereuse, souvent, ce sont les formes d'hépatite B et C. C'est celle-là qui est la plus rencontrée dans le monde. On parle, selon les chiffres de l'OMS, de plus de 325 millions de personnes porteurs d'hépatite B et C dans le monde, avec plus de 2 milliards d'atteintes dans le monde de patients qui ont été en contact avec l'hépatite. Ce sont là les formes les plus mortelles, ce sont là à cause de leurs conséquences, justement. Et en dehors de ces deux formes-là, nous avons aussi les formes peu symptomatiques et moins dangereuses, notamment les formes A, D et E, qui sont moins nocifs, mais que l'on rencontre aussi facilement parce que ça se contamine de main à main, donc par la voie orofécale. Lorsqu'une personne s'est infectée avec le sel d'une personne malade, il transmet la maladie, qu'elle est quand même assez répandue, mais les formes dangereuses restent le B et le C, à cause de leur morbidité et leur mortalité. Et par rapport à la cible? Par rapport à la cible, nous avons
tous les âges peuvent être atteints. Pourquoi? Parce que déjà, nous avons dans la forme hépatite B et C, celle dont nous allons parler principalement, c'est que la transmission est parentérale. Ça veut dire qu'elle ne se transmet pas par la bouche, par les aliments, par quoi que ce soit. Elle se transmet premièrement, surtout la forme B, par de la mère à l'enfant, par la voie materno-fétale. Donc pendant la grossesse, l'enfant peut se contaminer pendant la grossesse et déjà s'infecter à la naissance. Donc c'est une maladie qui prend tous les âges. On peut se contaminer à la naissance. Si nous avons raté, bien évidemment, la maman a suivi les consultations prénatales, tout ça, a reçu les traitements qu'il faut et tout, et qu'elle n'avait pas transmis la maladie à l'enfant, l'enfant peut se contaminer à travers une transfusion sanguine. On ne check pas, on ne fait pas le test pré-transfusionnel au niveau du sang. Le sang contient des virus, des hépatites, vous le transmettez lors de la transfusion. Donc cette voie-là, elle est également possible. Nous avons, en dehors de cette voie de la transmission sanguine, également les injections. À travers les injections, lorsque les matériaux utilisés notamment chez les toxicomanes, par exemple, qui ont l'habitude de s'injecter de drogue et tout ça, en utilisant le même seringue entre plusieurs personnes, ils peuvent transmettre cette maladie. Donc, à cause de ces différentes voies de contamination, nous pouvons dire que toutes les populations sont cibles, tout le monde peut se faire contaminer, que ce soit le nouveau-né jusqu'à l'âge adulte. Voilà les personnes qui peuvent être contaminées. Ça fait un peu peur, hein? Non, mais ça ne devrait pas. Parce qu'il y a de moyens d'éviter, il y a de moyens de prévenir, effectivement. On en parlera dans le traitement préventif et curatif. Mais d'abord, parlez-nous des complications. Jusqu'à quel niveau, jusqu'à quel stade l'hépatite peut être dangereuse? Voilà. Fatale même. La dangerosité de l'hépatite est beaucoup plus liée à 3 choses, que je peux regrouper en 3 choses. Nous avons la première chose que nous pouvons retenir, c'est que l'hépatite en elle-même peut amener la personne à la mort. Comment? Parce que ça peut entraîner une inflammation, une réaction brutale, une réponse brutale de l'organisme, c'est que nous appelons une hépatite fulminante aiguë. Donc, pendant que l'agent agresseur entre dans l'organisme, la personne réagit brutalement, avec tous les symptômes de destruction du foie de manière instantanée, et la personne va commencer à présenter le problème des hémorragies, beaucoup de complications, beaucoup de choses, et la personne pourra mourir. Ça, c'est la forme, la première complication. En dehors de cette atteinte immédiate, il y a le phénomène de portage. Le portage, c'est que la personne est atteinte, l'organisme s'est battu contre l'agent et a maîtrisé l'infection, mais l'infection ne disparaît pas. Ça reste dans le foie, dans le corps de la personne. Il peut porter ce virus pendant des années. Et ce virus va entraîner une réaction inflammatoire donc chronique qui va faire en sorte que ça va commencer à détruire petit à petit les cellules du foie de la personne. Au point que la personne pourra se retrouver dans un tableau soit de cirrhose hépatique, comme nous avons dit que c'est une destruction de la structure du foie, soit se retrouver dans des stades plus évolués vers un cancer du foie. Et devant une cirrhose, il n'y a pas de traitement, sinon de prise en charge et symptomatique. On va juste traiter de manière à soulager le patient, sinon l'accompagner jusqu'à sa tombe. Justement, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un prend l'alcool et après candidat à la cirrhose de foie? Ça se passe comment? De l'alcool à la cirrhose? Effectivement, l'alcool est un facteur favorisant de la cirrhose. Une personne qui prend de l'alcool, l'alcool est essentiellement transformé, détruit au niveau du foie. Et il y a la sensibilité individuelle de la personne qui entre en jeu. Certaines personnes, vous pouvez voir, ils peuvent prendre une bouteille d'alcool et ils sont ivres. Parce que leur bagage enzymatique qui permet la transformation de cet alcool est atteinte. Donc tout excès au-delà de son seuil est un problème pour son foie qui ne sait plus travailler. Et cela pourrait amener le patient à développer une cirrhose, donc une destruction par excès de consommation d'alcool. Il y a d'autres personnes qui tolèrent mieux
dont la survenue peut se faire de manière progressive à travers cette consommation d'alcool qui, de tout petit à petit, les cellules du foie, on les rendra inaptes, non fonctionnelles, entraînant toutes les conséquences possibles. Donc voilà ce qui se passe. L'alcool aussi est quelque part dangereux. L'alcool est très dangereuse pour le foie. Mais seulement elle a aussi des importances en quantité. Voilà pourquoi on nous demande toujours de prendre avec modération. Parce qu'elle a de petits rôles à jouer dans l'organisme, mais il est nocif parce qu'il y a un problème de tolérance. C'est une substance assez dangereuse parce qu'il y a un problème de tolérance. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez prendre un verre d'alcool, vous tolérez. Demain, vous allez en prendre 2. Après, demain, ça sera 10. Après, l'organisme va fabriquer ses propres enzymes pour métaboliser votre alcool. Et ce qui fait que de plus en plus vous prenez de l'alcool, de plus en plus vous en prendrez et de plus en plus vous serez enclin à faire une cirrhose plus tard, à travers cette destruction de la paroi. Mais seulement, ce n'est pas la seule voie. Il peut y avoir une destruction directe, mais la destruction peut être aussi indirecte. Ça veut dire une personne, par exemple, atteinte de virus de l'hépatite C, qui prend en plus de l'alcool, l'alcool va favoriser sa précipitation rapide vers une cirrhose parce qu'il y aura 2 facteurs associés pour pouvoir développer une cirrhose. Mais seul, déjà, avec la durée, avec la quantité, expose à pouvoir faire justement une cirrhose du foie. Les conséquences. Donc, en dehors des complications que vous de complications, il y a la dernière complication, le cancer. La cirrhose peut en elle-même entraîner une dégénérescence, évoluer vers un cancer du foie, mais l'alcool est effectivement aussi un élément, un facteur qui prédispose le malade à pouvoir faire un cancer. Donc ça peut passer par la cirrhose, ça peut passer directement par un cancer du foie. Justement, il y aura une stimulation. En fait, ce qui se passe, c'est que les cellules du foie qui supportent mal cette substance vont être détruites. Et l'organisme va chercher à remplacer les cellules qui ont été détruites. Et en cherchant à remplacer, il met en place un nombre de mécanismes pour pouvoir multiplier plus rapidement les cellules qui ont été détruites et les remplacer. Et ces zones-là, où les cellules vont se multiplier rapidement, vont constituer des zones cancéreuses. Donc tout ce qui se passe, c'est l'organisme qui essaye de s'adapter à pouvoir contrôler cette infection d'abord du départ, qui a évolué vers une destruction de la structure du foie, donc vers une cirrhose. En plus, en essayant de récupérer ce qui peut être récupérable, il évolue vers un cancer. Et dans tous les cas, soit il faut soigner le cancer, ça veut dire une chimiothérapie, soit il faut changer carrément le foie. Or, ce n'est pas toujours disponible. Vous savez que la chimiothérapie, là, crée aussi la chimie dans la tête, hein. C'est compliqué. Voilà. Quand on entend parler, on a peur là. D'une chimio, ok. Non, mais c'est effectivement ça, les différentes étapes. Ça peut évoluer rapidement vers la mort, soit passer par les différentes complications, mais vous menons toujours vers la mort. Voilà pourquoi nous avons une mortalité très élevée dans le monde avec le cancer, avec l'hépatite, d'environ 1,1 million de décès chaque année dans le monde à cause de l'hépatite. Soit directement, soit indirectement. C'est à prendre au sérieux, docteur. Effectivement. On va parler du traitement. Comment traite-t-on l'hépatite? Voilà, par rapport au traitement de l'hépatite, ce que nous pouvons dire, c'est que déjà, nous devons arrêter la chaîne de contamination. Comment? Donc, il s'agit de faire une prévention. Nous avons des mesures préventives. Dans la prévention de l'hépatite, nous avons la première étape, la première méthode à utiliser de manière active, c'est la vaccination. La vaccination aujourd'hui permet dans nos pays à ressources limitées de pouvoir épargner environ 4,5 millions d'enfants de l'hépatite. C'est une mesure adaptée. Nous avons dans notre contexte, dans notre milieu, c'est intégré dans notre calendrier vaccinal. Donc l'enfant se fait vacciner à la naissance à partir du 45e jour. Il reçoit 3 doses de vaccin anti-hépatite B principalement. Parce que l'hépatite C se prévient beaucoup plus à cause de son mode de contamination et il va beaucoup plus intéresser des problèmes transfusionnels par rapport à un problème de transmission materno-fétale de la mère à l'enfant. Donc il y a la vaccination, il y a l'éviction, le contrôle de
transfusion du sang avant de pouvoir transfuser, il y a une série de tests qu'il faut obligatoirement faire passer parce que le contrôle du sang a permis aujourd'hui de réduire sensiblement ce mode de transmission par transfusion sanguine. Donc c'est une mesure préventive encadrée à l'hôpital pour pouvoir gérer cela. En dehors de cela, nous avons également les injections, éviter justement pour ceux qui se droguent, ceux qui utilisent des seringues et tout ça à plusieurs, éviter, bloquer cette chaîne de contamination en utilisant, bien sûr, nous n'encourageons pas à pouvoir le faire, mais s'ils le font, parce que nous ne pouvons pas les empêcher, de ne pas utiliser la même seringue entre plusieurs personnes avec risque de se faire contaminer, d'ailleurs comme le cas dans le VIH-Sida. En dehors de cela, nous avons également, pour les formes à transmission orofécale, donc A, 2 et E, l'hygiène de main après avoir été aux toilettes, après avoir été à la selle. Vous lavez les mains et puis limiter le contact de main à main pour cette forme d'hépatite. Nous avons ces mesures préventives de manière globale. En dehors de ces mesures préventives, nous avons également un traitement curatif qui ne guérit pas. Ici, il faut signaler que l'hépatite ne guérit pas. On essaye de contrôler, on va contrôler l'infection en donnant des antiviraux des agents contre les virus. Ils vont arrêter la réplication, la multiplication du virus dans le corps, mais ils ne vont pas les tuer parce qu'il n'y a pas encore de molécules pour éradiquer complètement cette maladie. On va utiliser donc dès que vous l'attrapez, c'est fini. Vous allez être un porteur. Elle, voilà. Ça va rester dans votre corps. Vous allez rester sous traitement à vie pour l'hépatite. C'est compliqué. Comme les cas du VIH-Sida. Voilà. Ce sont vraiment des maladies il y a une forte comorbidité d'ailleurs de personnes qui sont atteintes du VIH qui font effectivement l'infection aussi à l'hépatite. Ce sont deux maladies qui sont assez connexes. Donc en dehors de cela, des antiviraux, nous avons pour protéger le foie de manière symptomatique, on donne parfois des médicaments protecteurs du foie pour éviter l'évolution rapide de la maladie. Il y en a dans le marché. En dehors des agents dits hépatoprotecteurs qui malheureusement montrent des limites par rapport à leur utilisation, mais ce sont des médicaments que nous utilisons, que nous prescrivons chaque jour dans les hôpitaux pour essayer d'aider le patient. Et aussi, il y a un traitement symptomatique. Il faut calmer les douleurs, nous donnons des antidouleurs en cas de fièvre. Si ça s'accompagne de la fièvre, nous donnons des antipyrétiques pour contrôler une hémorragie parce que dans l'étape de la cirrhose, dans l'étape de complications, nous avons parfois des hémorragies. Il y a beaucoup de choses nous parlerons probablement de la cirrhose une autre fois, sans entrer dans le détail. C'est qu'il y a de complications liées à ça qu'il faut gérer. À travers un traitement symptomatique, nous donnons du sang. Lorsque la personne a perdu du sang, nous transfusons et ainsi de suite. Donc voilà un peu de manière caricaturale ce que nous faisons comme traitement dans le suivi de l'hépatite. Mais il reste quand même beaucoup de choses à faire parce que des médicaments sont en train d'être développés à travers le monde pour pouvoir gérer cette maladie, mais qui sont à des coûts parfois très élevés, inaccessibles à la population. Justement, voilà pourquoi votre suggestion dans cette lutte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait justement une politique toujours sanitaire derrière cela pour pouvoir disponibiliser le produit pour ceux qui sont atteints, des nouveaux produits, parce qu'il y a des avancées scientifiques à travers le monde. Notamment aujourd'hui, on parle des antiviraux à action directe. Ça coûte énormément cher pour le pays à ressources limitées comme le nôtre. Il faut vraiment une politique derrière cela et aussi encourager la vaccination. Parce que dans nos pays à ressources limitées, la vaccination reste le meilleur contrôle pour pouvoir gérer cette maladie. Donc faisons vacciner nos enfants. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se disent autour de la vaccination, mais nous, en tant que scientifiques, nous pouvons qu'encourager la vaccination. Je suis déjà docteur. Votre tout dernier conseil avant de clore complètement cette émission. Voilà, nous encourageons ceux qui présentent des signes quelconques des maladies, comme nous avons énuméré, fatigue, tout ce que vous voulez,
de pouvoir se faire consulter de l'apparition de signes. Parce qu'il ne faut pas s'automédiquer, il faut aller voir un médecin, consulter un hôpital, que l'on détermine la cause de votre mal. Si c'est l'hépatite, on saura quoi faire. Si ce n'est pas l'hépatite, nous saurons également quoi faire. Voilà ce que nous pensons. C'est compris, l'évangile est bien passé. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. On a eu le plaisir d'avoir passé ces moments avec vous. C'est toujours un surtout plaisir. d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. C'en est fini pour ce numéro de votre magazine Minute Santé. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.